Allez, faut qu'on ait un peu plus confiance en nous quand même, merde. Salut Ayou. Bonjour Nicolas. Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. On rappelle que tu es chanteur, comédien, c'est tu as ça. une compagnie de théâtre, tu joues aussi dans Les Franglaises, et tu es chanteur dans Free for the Ladies. Oui. Ça te dit quelque chose peut-être? Ça me dit quelque chose. Quel a été ton premier échec ce matin, Ayou? Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure. C'est vrai. Je vous ai un peu teasé le truc. Ce matin, donc, je ramenais ma voiture au garage et il faut savoir que j'habite à une bonne demi-heure à pied dans l'endroit où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Et je pensais avoir pris mon pass Navigo pour prendre les transports en commun et je me suis dit non, en fait, je les ai pas pris. Mais je me suis auto-convaincu que j'avais pas pris mon pass Navigo. Donc, du coup, je suis venu à pied. Et arrivé vraiment devant la porte, donc Nico m'ouvre grand la porte, me salue, me fait la bise et tout. Je fume ma petite cigarette tranquillou bilou avant de rentrer. Et là, je mets la main dans la poche. Et qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Mon pass Navigo. Voilà. Donc c'était un gros fail. Un bel échec pour commencer cette journée. Mais bon, ça va, il fait beau. Je n'étais pas traumatisé. Ça va. Quelle est ta définition de l'échec à toi? Ma définition de l'échec, à un niveau très râler pas crête, on va dire, c'est le fait de ne pas réussir une chose qu'on entreprend. Voilà, et dont on souhaiterait qu'elle fonctionne. Est-ce que tu appliques cette définition à tous les degrés d'échec que tu as pu rencontrer? Oui, je pense, oui. Quelque chose qui te tombe dessus et qui n'est pas de ton fait, qui n'est pas quelque chose dans lequel tu as projeté un résultat, c'est pas un échec? Tu veux dire, est-ce que si une chose vient de l'extérieur? Ouais, voilà, c'est un facteur extérieur. Enfin, si c'est Deus ex machina. Si par exemple, je dis n'importe quoi, je veux passer une audition, par exemple, et qu'un élément extérieur fait que je suis pas en capacité de la passer? C'est pas tout à fait. Ça, c'est plutôt ta première définition, je dirais. Parce qu'une audition. T'en as connu des auditions récemment? T'en as passé? Oh oui. Oui. Et là, je n'ai connu que des échecs. Ah oui. Et ça fait un peu, c'est un peu dur au bout d'un moment. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Tu les enchaînes là en ce moment? J'ai eu en fait là au mois de mars, j'ai eu une petite série vraiment d'auditions sur lesquelles j'ai été proposé et je me préparais, parce qu'il faut se préparer évidemment pour une audition, sinon tu te donnes pas les chances de réussir pour le coup. Et donc je m'étais vraiment bien préparé, etc. Et tu passes le truc, a priori tu t'en es bien sorti et à chaque fois c'est non. C'est pas pour toi, non, c'est pas pour toi, non, c'est pas pour toi, non, c'est pas pour toi. Donc là, comme c'est un petit peu un effet d'accumulation, parce qu'on n'en passe pas non plus tous les 4 matins des auditions, et là, ce mois-ci, ce mois-là, ce mois de mars-là, j'ai eu de la chance, j'en ai eu beaucoup d'un coup. À un moment donné, ça a commencé un peu à peser sur la confiance en soi, quoi. Ah oui, d'accord. Est-ce que, dans ta vie en général, on va dézoomer un petit peu, tu peux me donner le pourcentage que tu perçois d'échecs? Ah oui, bon alors, je dirais 90%. C'est vrai? Ouais. T'as l'air de le vivre plutôt bien, c'est cool. J'essaye parce que c'est surtout des échecs liés au métier au métier au pluriel que j'exerce, parce que les métiers artistiques, c'est vraiment un endroit où on est constamment confronté à l'insuccès, quoi, au fait de ne pas être pris, de pas à tous les niveaux, quoi. Là, je parlais d'audition, mais ça peut être aussi quand on a un projet, quand on est porteur d'un projet et qu'on va taper aux portes pour dire est-ce que ça vous intéresse, et qu'on vous dit non, des dizaines et des dizaines de fois. C'est compliqué, mais ça fait partie du métier et je le prends aujourd'hui relativement bien, même si, comme je disais juste avant, parfois il y a des moments un peu durs, parce que d'une certaine manière, j'ai appris à l'intégrer. En fait.
Ouais, d'accord. en faire un élément de ma vie, en fait. Oui, c'est quelque chose de normal auquel tu peux t'attendre. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Si je te dis échec, ça te fait penser à quoi ou à qui? À quel niveau? Spontanément, comme ça. Échec. Là, alors, le premier truc qui me vient, c'est la défaite de l'équipe de France de football en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, C'est j'ai vrai que une image très, très précise. Je vois l'ensemble de tous, l'équipe qui se plante, qui a donné ce qu'elle pouvait, hein, même si c'était très dur pendant très longtemps dans ce match. Et ce qui est terrible, c'est de voir l'effet que ça fait d'avoir atteint un niveau si haut et d'être si proche d'un accomplissement qui pour eux est l'accomplissement ultime et de finalement devoir y renoncer, enfin en tout cas ne pas y accéder. Hein. La première fois que tu as eu le sentiment d'échouer dans ta vie, c'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Même ça peut remonter très loin. Ouais. Là, vraiment une sensation très, très concrète. C'était la première fois, enfin les 2 fois où j'ai raté mon permis de conduire quand j'avais une vingtaine d'années. Voilà. D'accord. Ouais. Parce que j'ai eu cette chance d'être assez bon à l'école. Donc un bon élève, machin. Et c'était la première fois où, dans une situation d'examen, j'échouais. Donc ça m'a mis un peu dans tous mes états. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, cet échec? Est-ce qu'il y avait de la peur dedans aussi? Peur d'être jugé Oui, complètement. Je pense que c'est un peu inhérent à chacun, mais oui, il y avait pendant l'examen cette peur du jugement, du coup qui moi m'a je pense paralysé et m'a fait perdre mes moyens. Et puis après, il y a toujours un petit endroit en soi, après que l'examen est passé, où on se dit, peut-être que, machin, etc. Et puis, il y a un effet de réel. Quand on reçoit le papier qui vous dit, non, vous avez raté, là, c'est aussi une deuxième étape de violence subie, même si, il y a pire dans la vie, où là, il y a un mélange d'un peu tout. On est énervé contre soi, on est énervé contre les circonstances. Alors, bien sûr, on se dit que c'est notre faute, puisque là, en l'occurrence, c'était le cas. Mais qu'on renvoie aussi un petit peu à l'examinateur. On dit, il n'a rien compris, il aurait pu être plus cool, ça va, c'était une petite erreur, machin. Bref, tout un tas de trucs comme ça. Quoi. Ouais. Et, pardon, on précise que tu as eu ton permis il n'y a pas très longtemps. Oui. L'année dernière, je crois. Oui. Mais alors, moi, dans ma vie, le permis de conduire, ça s'est fait en 2 temps. Une longue pause. Voilà, il y a eu c'est début des années 2000. Je suis donc assez vieux. J'avais donc 20 ans, un truc comme ça. J'ai raté 2 fois. Et après, justement, je pense que ça a joué aussi c'est que la peur de me reconfronter à un potentiel échec, au fait de rater peut-être une 3e fois, ça m'a coupé l'envie. Puis j'en avais pas tellement besoin, mais je pense que quand même une des raisons, si je suis très honnête avec moi-même, c'est ça aussi. Ça m'a coupé l'envie de repasser l'examen. Puis du coup, j'ai attendu 20 ans plus avant de le repasser. Ouais. C'est drôle parce que effectivement, c'est pas vital quand on habite à Paris ou vers Paris d'avoir son permis de conduire. Mais c'est intéressant ce truc de la dynamique de l'échec où ça t'a mis presque 20 ans avant d'y revenir. Est-ce que aujourd'hui tu pourrais dire quelque chose au petit Ayouba de 20 ans qui n'était pas petit, je pense que tu maintenant. Non, je faisais déjà 1m78. Voilà. Mais est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que tu lui dirais pour peut-être l'aider à vivre ça un peu mieux Je pense que je lui dirais que c'est pas grave en fait de rater et que ça ne définit pas la personne qu'on est en fait. On peut aussi dans une certaine mesure s'affranchir du regard des autres et ne pas avoir peur du regard des autres. Que dans ces situations-là, en fait, oui, on est jugé, on est évalué, etc., mais que quand bien même on arrive et qu'on n'est pas prêt,
c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. On peut repasser. Là, typiquement, c'était un examen que j'aurais pu repasser, que je pouvais repasser, et que c'était pas la fin du monde. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de jauge? Je me pose la question pour moi aussi. Tiens, je vais couper ce téléphone. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de jauge de confiance en soi, tu sais, de genre... là, toi, ça t'a pris 20 ans. En vrai, tu aurais peut-être pu y revenir avant, mais c'est une question de circonstance aussi. Mais tu vois, quand ta confiance en toi, elle est à zéro, s'il ne faut pas attendre que ça se regonfle un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme comme ça? Si, bien sûr. Et puis là, dans ce cas-là aussi, il y a un moment où c'est devenu aussi nécessaire que je le repasse. Parce que moi, dans mon activité, donc, comme tu disais au début, j'ai une compagnie de théâtre. Elle est implantée dans les Hauts-de-France. Moi, je vis à Paris. Le fait est qu'aujourd'hui, prendre le train pour aller dans les Hauts-de-France, c'est pas toujours simple parce que il y a tout le temps des trains annulés, il y a tout le temps des accidents sur la voie, il y a tout le temps des retards. Enfin, c'est pas rare. Je suis désolé, je fais pas la pub de la SNCF, mais t'es pas là pour ça. Peut-être que ça bougera les choses, ça permettra de faire bouger les choses. on espère que ce podcast aura de l'impact. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il y a un niveau d'incertitude qui a fait qu'au bout d'un moment, vraiment, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Et du coup, c'est ça qui m'a motivé, qui a dépassé cette espèce de blessure d'ego que j'avais pu ressentir et qui m'a donné le moteur pour pouvoir le repasser. Il y a aussi un élément, je pense, qui est déterminant, c'est le capital lié à l'éducation que tu reçois aussi, pour gérer l'échec. Parce que je pense qu'il y a des gens qui arrivent très bien ou à l'intégrer et à le vivre parce que quand ils ont été élevés d'une manière qui leur permet d'affronter ces choses-là. Ah ouais. Et je pense pas... Enfin, après, mes parents m'ont très bien élevé, c'est pas la question, mais en tout cas, il n'y a peut-être pas eu cette chose-là, puisqu'il y avait vraiment une ambition de la réussite. Ouais, il y a le syndrome du bon élève, quoi. Voilà, c'est ça, exactement, le syndrome du bon élève. Donc, tu avais des très bonnes notes et oui, et de ce fait... T'es pas prêt à rater, quoi. Non. Est-ce qu'il y a un échec que tu as vécu, qui t'a inspiré, qui t'a appris quelque chose, dont tu es sorti vraiment grandi? C'est plutôt une conjonction d'échecs. Et là, pour le coup, je parlerai vraiment de mon parcours artistique. Parce que à différents niveaux, voilà, il y a des petits échecs, il y a des échecs qui font plus mal que d'autres, etc., etc. Mais c'est vraiment, je crois, le fait de m'être lancé là-dedans qui m'a appris à gérer ça. Parce que quand tu es artiste, si tu n'apprends pas à le gérer, à intégrer aussi à travers ça, à tirer les leçons de toutes tes expériences qui t'ont fait rater, on va dire, tu n'avances pas, tu ne deviens pas un meilleur artiste, tu te remets pas en question. Et c'est en ça où, même si c'est parfois très difficile, c'est quand même aussi, d'une certaine manière, même si ça peut paraître un peu maso, c'est aussi une forme de bénédiction de pouvoir avoir ça, parce que ça permet aussi de grandir, je trouve. À chaque échec, tu essaies de tirer un enseignement? Ou est-ce que des fois, tu t'en prends dans la gueule, juste t'es dégoûté et... Ça dépend, je dirais que ça dépend un peu des situations, mais globalement, quand même, j'essaie de voir ce que je peux en tirer quand même. Mais j'accepte aussi le fait que ça puisse me faire mal, et je l'accueille aussi. D'accord, ok. Il y a des échecs comme ça qui t'ont rien apporté du tout, dont t'as rien appris Oui, c'est parce que ça arrive parfois aussi sur des auditions, ou sur des rendez-vous professionnels, ou des retours sur certains spectacles que j'ai pu créer, que telle personne m'ait pas choisi ou n'ait pas aimé le spectacle, etc. Et m'en fasse un retour qui, moi, ne me parle pas, en fait. Et où je me dis, soit entre guillemets, la personne, vraiment, c'est une grosse conne.
ou un gros con. Et là, je sais, voilà, c'est bon, laisse tomber, on passe à autre chose. Et là, il n'y a rien à en tirer. Et puis, il y a des gens, même si tu vas pas forcément être d'accord avec tout ce qu'ils vont te dire, il y a des choses qui vont résonner en toi. Et tu vas dire, ah ouais, cette chose-là, je voulais faire passer cette chose-là, ou je voulais qu'on entende cette chose-là, ou je voulais donner cette intention-là. Et il a senti que je voulais, ou il ou elle a senti que je voulais aller vers là, mais il arrive à m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Ouais, mais on n'a pas toujours la chance d'avoir des retours constructifs, et des fois on se prend des réactions à chaud. Oui, c'est vrai. Qui font pas forcément du bien. Mais c'est pour ça que moi, très souvent, quand je suis en représentation, par exemple, sur un spectacle ou des choses comme ça, moi, je m'isole après. J'ai pas envie d'avoir les retours des gens tout de suite. Alors, je connais des gens qui, eux, la première chose qu'ils font, c'est ils foncent vers les gens. Alors, vous allez penser quoi? Je supporte pas ça. Moi, j'ai besoin d'être avec moi-même, avec ce que je viens de traverser. Surtout que même si voilà, j'ai grandi, il y a toujours cette petite part de moi que j'ai besoin de protéger, quoi. De la meute, entre guillemets, même si c'est pas toujours... c'est parfois aussi avec bienveillance que les gens vous disent des choses, hein. C'est pas tout le temps négatif. Mais j'ai besoin de me protéger de ça. Et D'accord. après, c'est pas que je suis pas prêt à l'entendre, c'est que j'ai besoin de temps pour être prêt à l'entendre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un échec avec lequel tu te lèves tous les matins? Non, je crois pas. Je suis heureux de la vie que j'ai. J'ai du boulot. Je suis heureux d'un point de vue personnel aussi. Voilà, après, c'est source d'une grande fatigue. Oui, parfois, physique et souvent psychique. Ouais. Enfin, souvent, quand on se parle, il est question de ça. C'est ça. Mais entre ça et ne rien faire, enfin, je veux dire, de ne pas avoir la possibilité de faire ce que je veux de ma vie, parce que là, je fais ce que je veux de ma vie. Hein. Même ces choix-là, même le fait de travailler beaucoup, ça vient d'un choix, en fait. Oui. Donc, j'en assume les conséquences. Du coup, pour moi, c'est un succès, en fait. J'aimerais juste gagner plus d'argent. Moi, j'ai juste envie qu'on parle du premier concert de Free for the Ladies. Oh Le tout premier Le tout premier. Celui qui a duré 5 minutes. Voilà. La toute première fois où on s'est dit, allez, on va faire un concert, on est prêt, c'est bon, on m'a bossé. Oh là là. Ce moment. J'avoue que j'avais pas pensé depuis très très longtemps. Ouais, c'est quand même l'occasion de redépoussiérer 2-3 souvenirs rigolos. Sur le moment, c'était horrible. On va raconter quand même. Oui, on est à Montreuil. Comment ça s'appelle cet endroit déjà? Comme vous et moi. Comme vous et moi. Voilà. Comme vous et moi. Comme les émois amoureux. Voilà. Donc sous une grande verrière, c'est ça. Une soirée organisée par ta compagnie. Non, c'était le lieu là. Je crois c'était le lieu qui organisait. Je crois que c'était le lieu qui organisait à ce moment-là. Et il nous invite à jouer. Et là, on commence à jouer, et tout ça, ça se passe bien. Puis on sent que le niveau, sur le premier morceau, le niveau baisse comme ça dans les retours et dans la face. Donc je regarde un peu l'ingé son, on fait des gestes discrets comme ça pour nous monte un peu. Et là, au deuxième morceau, il nous arrête. Complètement. On n'avait plus de son du tout. On n'avait plus de son. Et puis, il y a une dame qui nous dit « Non, mais il faut arrêter, là !» C'était terrible. C'était atroce. On avait vraiment... Qu'est-ce que j'étais en colère. Je suis désolé, parce que, rétrospectivement, j'ai dû passer un peu ma colère sur toi, parce que... tu avais un lien avec l'organisation. Tu y étais pour rien, mais... Oui, du coup, par ricochet, c'était un peu ma faute, c'est ça? Non, mais c'était débile de ma part, mais... Voilà, c'est l'occasion de te le dire devant les caméras. Je regrette. Tu fais amende honorable. J'en ai quelques-unes à faire comme ça. Oui, ce concert-là. Mais c'est marrant parce que j'avais complètement
Oui, t'es passé à autre chose. Non, mais même, je veux dire, dans les moments de notre carrière, ça fait pas partie des moments que je retiens, pour le coup. Et même, alors que pour toi, c'était gros fail, quoi. Mais en fait, je garde... moi, quand je pense à nous, je repense surtout à l'Olympia. Voilà, je sais pas pourquoi, si quand même, je sais pourquoi. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Mais on en a eu d'autres, des moments super, où on a communié avec le public, où il y avait vraiment une espèce de comme ça. C'est toujours notre force, parce que c'est pas fini ce truc. Mais sauf qu'on a fait une pause dans notre parce que voilà, on a chacun nos activités et que voilà, on a moins le temps de s'occuper de Free. Mais vraiment je garde moi ce moment-là dans mon petit cœur. C'était incroyable. Parce que c'était un moment fou, et je me souviens de la peur qu'on ressentait tous les deux juste avant. On était derrière le rideau, dos à dos. On va mourir. 5, 4, 3. Et on y va. Et puis là, c'est... Hey, mais là, on était sur la crête. Hein. Ça aurait pu basculer dans un truc, se laisser déborder. Et c'est là aussi où, justement, le fait de se construire... par rapport à... Parce qu'on avait fait aussi d'autres concerts avant. On avait bombardé. Chaud à ce moment-là. On faisait beaucoup de concerts. Et on avait fait on avait raté des concerts, on s'était parlé, etc. Et c'est là où on a construit des choses. Et pour arriver à ce moment-là, alors peut-être qu'en soi, c'était pas parfait non plus, mais on a réussi... On a réussi ce petit passage de 25 minutes. Et on a fait se lever l'Olympia quand même. Un dimanche après-midi. Un dimanche après-midi, juste avant Baptiste Le Caplin. Donc c'était pas gagné, quoi. C'était énorme. Après, moi, je trouve que ce qu'on a raté rétrospectivement, c'est pas ce concert en lui-même, c'est... On a fait de notre mieux. En vrai, je suis très OK avec ça. Mais c'est c'est que cet événement aurait pu nous permettre de rebondir, et on a raté le rebond. Peut-être qu'on n'avait pas assez de... On n'a pas synchronisé ça avec de l'actu. On n'a pas... Enfin, tu vois, on n'en a pas profité pour... se servir de cet élan pour aller ailleurs. Et bon, enfin voilà, après on a fait comme on a pu, encore une fois. Voilà, c'était comme... on a fait ce qu'on pouvait, quoi. On a fait ce qu'on pouvait. Et puis, moi, je ne jetterai jamais la pierre à ce niveau-là, parce qu'on est deux, parce que on n'a pas... Enfin... c'était pas, enfin, je veux dire, c'est une partie de notre vie, mais c'est pas toute notre vie. C'est un projet important pour nous, je sais, mais il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, même si on a un peu gagné d'argent avec ce projet-là, il nous a pas fait vivre. Non, bien sûr. Et on le faisait toujours avec le cœur, avec le cœur. Et on continue à le faire avec le cœur. Et c'est ce qui fait que 10 ans plus tard, on est quand même là. Je veux dire, on s'est pas arraché les cheveux. On continue à se parler. C'est déjà beaucoup. Et voilà, et je suis très heureux de ça. Mais on développait aussi d'autres choses à côté. Moi, j'ai développé ma compagnie. Toi, tu commençais à vouloir faire ton studio, etc., etc. Je crois que tu l'avais pas encore... Non, c'était c'était dans les tuyaux. C'était dans les... Oui, dans les tuyaux, Et voilà, c'est notre bébé artistique, et c'est un des trucs pour moi, c'est un des trucs que je garderai tout le temps dans ma vie, comme une des belles choses que j'aurais faites artistiquement, et que c'est pas fini. Dans parfait. Parfait. Mais voilà, quoi. À un moment donné, c'est aussi ce qu'on est, toi et moi, on est des gens qui avons besoin de faire beaucoup de choses, et si ça avait décollé, on serait parti dans cette voie-là, et voilà, ça l'a pas fait, mais ça restera un bébé, et qu'on continuera à chérir, et qu'on continuera certainement à nourrir. Donc est-ce que y a un échec que tu as subi dans lequel on t'a mis indépendamment de ta volonté? Je t'ai un petit peu posé cette question déjà tout à l'heure, mais... Je vois surtout des situations dans lesquelles... je pense surtout à des situations dans lesquelles tu veux faire les choses d'une certaine manière,
Et finalement, disons qu'il y a un petit peu de manipulation et on t'amène à faire les choses d'une manière qui ne t'est pas, qui pour toi n'est pas organique ou dans laquelle tu ne te reconnais pas. Je dirais c'est plutôt ça. C'est plutôt des situations dans ce genre-là. Voilà, c'est ça. De pas forcément réussir à faire les choses de la façon dont toi t'aurais voulu les faire. Voilà, c'est plutôt dans ce genre de situation-là que je me suis senti, qui ressemblerait le plus à ce que tu parles et dans lesquels je me suis, on m'a mis en tout cas. Ouais, d'accord. Voilà. Des exemples concrets ? Si tu peux, si tu veux. Je pense par exemple à une situation où avec ma compagnie, on devait travailler sur un territoire et on avait mis en place tout un tas d'actions. Enfin, on voulait développer tout un tas d'actions sur ce territoire-là. Et puis finalement, dans le jeu de la discussion avec nos interlocuteurs qui justement géraient la mise en place de cette résidence, on s'est retrouvés à faire pas exactement ce qu'on voulait. Vous êtes fait quoi, un peu bridé ou Alors un peu bridé, mais bon, ça, en l'occurrence, ça nous arrangeait aussi parce que ça faisait vraiment beaucoup de projets et qu'ils avaient raison de nous dire là, ça va faire un peu beaucoup. Et puis on s'est retrouvés à devoir gérer une action en particulier qu'au départ, on n'avait pas prévu de mettre en place. C'était des ateliers et qu'on s'est retrouvés à devoir gérer en fait. D'accord. Voilà. Bon. Le fait est qu'au départ, c'était pas ce qu'on voulait et qu'avec la pratique, en fait, c'est devenu assez sympa. D'accord. Donc, bon. Mais sur le moment, c'était pas très agréable. Vous êtes senti contraint Ouais, on s'est senti contraint. C'est ça qui est... Ouais, c'était pas très agréable du tout. C'était pas agréable du tout comme sensation sur le moment, quoi. C'est quoi ton plus beau fail ? Ton plus bel échec ? Presque celui dont tu es le plus fier, ou que tu aimes le plus raconter Mon passe Navigo de ce matin. Mon plus beau fail. Ouais. Il y a 6 ans. Donc c'était avec ma compagnie. Et on avait monté un spectacle. Et à cette époque-là, j'avais déjà un peu commencé la mise en scène. J'ai commencé la mise en scène il y a 10 ans à peu près. Mais il y avait un endroit en moi qui assumait pas, qui continuait à ne pas assumer complètement ça. Et ce spectacle qui s'appelait Desirium Tremens, qui était sur le monde du travail, machin, etc. On l'avait finalement mis en scène à 3. Faut savoir que moi, dans ma compagnie, j'ai un binôme qui s'appelle donc Mona Eliafi, avec qui je travaille. Qu'on embrasse. Oui, à qui on fait des bisous. Et que je verrai tout le mois de juillet à Avignon. Et on a commencé en même temps que Free for the Ladies. Oui. Donc, du coup, j'ai un parcours un peu parallèle. Et donc, il y avait une troisième Laronne qui s'appelle donc, Valérie Fernandez et qui avait sa compagnie à elle. Et ce projet-là, donc, on le montait un peu à 2 compagnies, etc. D'accord. Et donc, cette chose-là que je n'assumais pas complètement a fait que plus ou moins j'ai un peu dit ce serait bien qu'on le monte à 3 parce qu'on avait déjà fait d'autres trucs à 3 et que ça s'était bien passé, etc. Sauf que c'est une écriture contemporaine. C'est un texte contemporain, c'est Mona qui l'écrivait. Et écriture contemporaine, donc qui bouge beaucoup quand tu répètes au plateau, etc. Plus 3 visions, 3 esthétiques différentes sur une même œuvre. C'était très compliqué, quoi. Et puis j'avais la sensation, en plus, pendant la première phase de création de ce projet-là, que j'avais apporté beaucoup, beaucoup d'idées sur ce projet. Bref, donc on a une première création de ce spectacle, et moi ça me convient pas du tout. Je trouve que c'est pas bien. D'accord. Et on se le prend vraiment bien dans la gueule que c'était des mauvais retours. Ouais, d'assez mauvais retours, même si apparemment il y a quand même quelques personnes qui
à qui ça avait plu, mais moi, j'étais pas du tout fier de l'objet qu'on avait montré. Je trouvais que c'était pas bien. Puis en plus, je jouais à l'intérieur, je jouais dedans. D'accord. Voilà. Vous jouiez tous les trois. On jouait tous les trois, on mettait en scène tous les trois, et c'est Mona qui écrivait. D'accord. Voilà. Et on a eu l'opportunité, donc grâce à la Menkin, donc théâtre de Pont-Sainte-Maxence dans lequel on est artiste associé, on a eu l'opportunité de rejouer la saison suivante. Donc ça nous laissait la possibilité de repenser le spectacle. Et en fait, cet échec, couplé à une opportunité qui nous était quand même offerte, là, ça m'a mis un coup de... où je me suis dit, ok, là, c'est plus possible, il faut que tu assumes, là. Il faut que tu assumes. Est-ce que tu avais la sensation d'avoir laissé faire avant ? D'avoir pas pris ta place ? Bah, en fait, j'étais un peu dans le cul entre deux chaises pendant cette première phase de création, parce que je sentais que même si on disait qu'on était trois, etc., je sentais que je voulais imposer mes idées de mise en scène. D'accord. Tu vois ? Mais que je me bridais aussi d'une certaine manière, mais en même temps, je pense que si je suis très honnête avec moi, il y avait un petit peu, pendant la phase de création, hein, pas en amont, mais il y avait peut-être aussi un peu de la manipulation pour essayer d'arriver à ce que mes idées arrivent, tu vois. Mais déjà, un spectacle mis en scène par 3 personnes, dans l'absolu, forcément, tu es obligé de faire des compromis, et qui dit compromis, dit frustration. Oui. Dans l'artistique, en tout cas. Et il y en avait pour nous trois. Ouais. Mais je crois que j'étais celui qui arrivait le plus à imposer ses idées. Même si je suis pas allé jusqu'au bout. Hein. Et donc, suite à cette première salle de représentation, qui donc c'était pas, de mon point de vue, très bien passé, et cette opportunité de rejouer la saison d'après, là, on s'est tous remis en question. Ouais. Et là, c'est à ce moment-là où j'ai dit non, là c'est bon, ça suffit maintenant. En fait, c'est moi qui vais faire la mise en scène. D'accord. Et je vais sortir du... En tant que comédien. Voilà. En fait, ça m'a permis de réaliser 2 choses. Ça m'a permis de réaliser que la mise en scène, j'aimais vraiment, vraiment, vraiment ça. Ouais. C'est super. Et que j'avais ce besoin sur un projet à partir du moment où on me donnait cette place-là d'imposer ma vision des choses, en tout cas d'amener ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai réalisé que être comédien et en même temps mettre en scène, c'était pas ma place. Je ne voulais pas ça. J'avais un peu fait sur d'autres spectacles avant et il y avait moins de conséquences, mais sur celui-là, ça m'a fait prendre conscience que c'était... Non. Je veux pas avoir... En plus, on avait tous les 3 des rôles conséquents, donc c'était pas possible. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté je suis sorti du truc. Donc t'as appris ça, quoi. Voilà, j'ai appris ça. Donc du coup, c'est ces 2 choses-là que j'ai retirées. Est-ce que t'as une arme contre l'échec ? Mon arme contre l'échec... Alors pour moi, disons que échouer, d'une certaine manière, c'est inéluctable. Je le sais de par mon métier que j'y suis confronté, je continuerai à y être confronté. Je dirais plutôt que j'essaye de développer des armes contre la souffrance que peut représenter l'échec et la frustration et l'aigreur que ça peut potentiellement amener. Comment tu gères ça ? Comment tu traites ça ? Je le gère en me disant que j'ai ma route, que globalement, je crois que je sais aujourd'hui quel artiste je suis, même si après, évidemment, il y a plein de choses que je vais continuer à apprendre, mais je sais où j'en suis, quoi. Je sais où j'en suis, je sais qu'il y a des choses que je veux continuer à développer, continuer à découvrir, sous tous les aspects, hein, que ce soit mise en scène, jeu, chant, machin, etc. Je sais aussi que j'ai fait du chemin. Et que je pense que je suis un bon artiste. Voilà. Donc j'ai confiance, j'ai acquis de la confiance à ce niveau-là. Et que l'échec auquel je serai confronté à l'avenir et auquel je suis confronté aujourd'hui ne remet pas en cause tout ça.
pour moi, c'est là mon arme contre l'échec. Et du coup, j'essaie de faire les choses avec la plus grande des rigueurs, le plus grand des investissements, mais pour montrer au monde, en fait, que je suis un artiste qui mérite sa place, et que si c'est pas avec vous, ce sera dans d'autres circonstances, et que peut-être que c'est pas avec vous maintenant, mais que dans quelques mois, quelques années, tout d'un coup, vous repenserez à moi et vous vous direz ah bah tiens, je l'avais rencontré, celui-là, et peut-être qu'il fait encore des trucs, ou si vous allez me voir, vous allez me voir passer dans tel ou tel théâtre, et vous allez dans tel ou tel pub. Voilà, dans tel ou tel pub, et vous allez dire ah mais il est encore là lui et tout. Et moi je te prends photo à chaque fois, je te vois à chaque fois la photo. C'est bien, tu vas te faire un almanach avec mes pubs, et voilà quoi. Donc et je crois que, ça me met à un endroit de comment dire, le terme, j'arrive pas à le trouver, mais d'apaisement. D'accord, ouais. D'apaisement. Et puis bon, après, la vie personnelle aide aussi à se sentir ancré. La stabilité. Ouais, voilà. Ouais. En fait, je cherche de la stabilité aussi à tous les endroits où je peux en avoir, tu vois, affective, familiale, d'une certaine manière aussi, amicale. Parce que c'est vrai que, et je comprends, hein, moi, les gars ou les nanas qui boivent, qui se droguent, qui sont dans ces métiers-là, je dis pas que je l'accepte, c'est leur parcours et voilà, hein, chacun est responsable de sa vie, mais je peux le comprendre parce que ce sont des métiers tellement durs psychiquement, mais vraiment, hein, ça, je t'apprends rien, mais c'est vraiment une expérience difficile de ce point de vue, parce que la première matrice de ce métier-là, au-delà même du désir de créer, d'être connu, etc., concrètement, c'est l'échec. Il n'y a que ça. Je voyais des statistiques. Alors, je scrollais sur Instagram hier, un peu machinalement, comme beaucoup d'entre nous, oui. Et je tombe sur le compte d'un jeune homme qui parlait de son ami musicien et qui faisait justement la statistique de ses réussites et de ses échecs. Alors, lui, il disait 18% de réussite pour 80% d'échecs. Moi, je dis 90% d'échecs pour 10% de réussite. Ok, c'est fort. Est-ce que, d'après toi, quel est le trait de ta personnalité qui pourrait être responsable de ton prochain échec ? Ma timidité. Ça, c'est sûr. Pardon, je répète un peu fort dans le micro. Cool, t'inquiète pas. Mais ça, c'est ma difficulté, je crois, première parce que je suis... là, comme ça, j'ai l'air un peu machin. Mais je m'ouvre sur scène, au sens imagique du terme. Hein. N'y allez pas voir d'autres sens. Mais en dehors, j'ai une timidité qui fait que c'est pour ça que je me protège aussi après les représentations. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à aller, aller vers les gens, mais je me soigne, entre guillemets, et les contraintes du métier font que... normalement, je m'y mets, mais voilà, j'ai des tas d'exemples autour de moi. Je te vois, toi, je vois Mona aussi, avec qui je bosse, vous êtes des gens... c'est pas un problème... de tout ce que j'ai vu à chaque fois de vous, c'est pas un problème, et je vous admire pour ça, et je pense que c'est aussi pour ça qu'à un endroit, à un moment donné, je me suis agrégé à vous, parce que je me suis dit, au fond de moi, et vraiment là je me le suis dit consciemment, je sais qu'avec ces personnes-là, d'une certaine manière, je serai protégé. Wow. Parce que ils font le truc que j'arrive pas à faire, moi, tu vois. C'est incroyable parce que quand on était sur scène, s'il y en avait un qui devait être perçu comme timide, c'était clairement plus moi.
Même si, bon, je fais le show aussi, tu vois, mais toi, clairement... Mais non, mais c'est ça qui est drôle, quoi. Quelque part, la scène exprime aussi un fantasme dans l'être. Oui, c'est ça. Enfin, la scène, elle te donne accès... c'est relié aussi au syndrome du bon élève, c'est que c'est l'endroit où tu as le droit, en fait. Ouais, complètement. Et t'as le droit à tout, presque. Ouais, c'est ça. T'as le droit d'être fou, t'as le droit d'être différent, t'as le droit d'être quelqu'un que tu rêverais d'être. Ouais. Et du coup, l'assumer sur un plateau, c'est comme si inconsciemment on disait ouais, vas-y, c'est possible là. Ouais, c'est fou. Donc du coup, je peux lâcher toutes ces choses qui sont en moi et que dans la vie, je m'autorise moins à exprimer. Mais c'est ce qui fait que aussi il y a beaucoup de gens timides dans les métiers artistiques. C'est que c'est des endroits de libération en fait et d'expression absolue. Mais après, dès qu'il faut redevenir un être social, voilà, je le fais parce que j'ai une nécessité vitale de le faire. Mais si je pouvais, moi j'irais me carapater dans une île ou en Italie et puis c'est mort. Vous me voyez plus, quoi. Laissez-moi tranquille. Voilà, je fais mes spectacles et je viens juste pour jouer, quoi. C'est marrant. Et d'après toi, quel sera ton prochain échec ? Quel sera mon prochain échec ? J'aimerais bien qu'il n'y en ait pas. Évidemment. Quel sera mon prochain échec ? Quel pourrait être, hein, c'est pas, évidemment, on ne le souhaite pas. Et on ne... Non, moi, ce qui me fait peur, alors, en fait, il y a deux choses. C'est aussi, alors c'est dans ce monde, c'est la politisation, enfin la radicalisation de ce monde, de cette société aujourd'hui, qui fait que moi j'ai un peu cette peur que les choses que je défends soient à un moment donné freinées par cette radicalisation et qu'il y ait une espèce de backlash voilà, social, politique, qui empêcherait qu'on puisse exprimer et dire des choses. Est-ce qu'on peut dire de quoi il s'agit ? Parce que moi, je te connais, mais ouais, sinon, t'es pas obligé. Hein, non, si, je peux en parler, mais bon, moi, je me considère comme étant queer, je suis gay, voilà, je suis noir, enfant d'immigrés, et d'une certaine manière, y a ça qui ressort dans mon être artistique. Alors il y a des gens qui le font, qui sont beaucoup plus radicaux que moi. Hein. Moi, je me sens pas radical dans ma manière de défendre ces choses, mais je me considère aussi comme féministe, allié du mouvement féministe, etc. Et dans les spectacles que je fais avec Mona, il y a aussi cette parole-là qu'on essaie d'amener, quoi, d'amener de la diversité, d'amener de la tolérance sur les questions de genre, les questions de discrimination, et tout. De penser aussi autour de tout ça. Et avec... cette société justement qui se radicalise aujourd'hui, puis même, pardon, je fais une digression, mais aussi dans Free for the Ladies, il y avait aussi ce côté un peu queer que je pense j'amène. Et tout ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une espèce de retour de bâton et de radicalisation qui devient de plus en plus tangible. Et j'ai peur pour le milieu culturel en général, en fait. Voilà. Et à un deuxième niveau, mais c'est un peu lié, c'est le poids aussi des réseaux sociaux dans notre vie, qui fait que la moindre déclaration, la moindre prise de position peut se retourner contre soi. Si elle est mal interprétée, etc. Alors, moi, je ne suis pas non plus un gros influenceur, etc. Disons que
je ne m'exprime pas. Je n'exprime pas mon opinion personnelle, mais si on va sur mes réseaux, on sait, on peut assez vite deviner, avoir une espèce de tableau de qui je suis à peu près, en tout cas, et de ce que je peux défendre comme chose par rapport à ce que je peux publier, même si je ne commente pas forcément. Oui. Voilà. Bref. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de cadenassage un peu de la pensée qui fait que sur ces plateformes-là, le dialogue, il est très vite verrouillé et que ça peut se retourner contre soi. Voilà, en fait. Oui, à partir du moment où tu livres ton avis sur un espace public et sans règles presque, quasiment, effectivement, ça peut t'échapper et c'est ça. Peut te faire beaucoup de mal. Quoi. Mais moi, et du coup, voilà, cette peur de l'échec, elle viendrait d'un moment où peut-être sur une publication, sur un truc comme ça, tout d'un coup, qu'est-ce que tu fais, voilà, n'allez pas aller voir ces spectacles, c'est un connard, il dit n'importe quoi, et puis tu disparais. Je pense, alors je sais plus cet artiste, mais on m'en a parlé l'autre jour. C'est une fille qui fait du stand-up, qui avait fait qui avait une chronique, on lui avait proposé une chronique dans Télématin. Et apparemment, c'est une nana, je suis désolé, je me souviens plus de son nom, mais qui, dans ses spectacles, est assez trash, quoi. D'accord. Et il y avait tout un truc sur, il me semble, je crois que c'était sur le racisme ou l'esclavage, un truc comme ça. Et dans Télématin, c'était vraiment thématisé ce jour-là. Et elle avait et sa chronique arrivait, c'était très commémoratif, très dans le sens très je sais pas comment dire, mais en tout cas, il y avait quelque chose de très, très solennel, voilà, très solennel. Et elle est allée un peu à contre-courant avec ses déclarations et tout ça. Elle a fait des trucs très piquants. Et ça s'est retourné un peu contre elle. On m'a dit dans l'oreillette que c'est Alexandra Pizzagalli. Ah, c'est peut-être elle, oui, c'est ça. C'est peut-être, voilà, c'est ça, c'est elle. Et du coup, cette chronique, elle découvre ça apparemment en allant sur le jour J, quoi. Donc, elle peut pas changer sa chronique. Et ça s'est complètement retourné contre elle. Elle a eu un moment apparemment de creux dont elle arrive un peu à sortir, si j'ai bien compris le truc, parce que c'est un gars qui la connaît qui m'a parlé de ça. D'accord. Mais tu vois, c'est ces choses-là. Après, bon, en même temps, la provocation, les déclarations, machin, je veux dire, ça fait aussi partie de notre métier et que on peut pas plaire à tout le monde, comme disait l'autre. Et il faut peut-être aussi l'accepter. Ouais. Bon, après, c'est toujours à mettre en balance avec sa carrière et les impacts que ça peut avoir dessus. Mais c'est l'autocensure, en fait. C'est où commence l'autocensure. Et en ça, je trouve que c'est potentiellement un échec de devoir en arriver à s'autocensurer. Et en même temps, on le fait quand même tous, toujours, tout le temps, de s'autocensurer. Mais je vais pas du tout contre ce que tu dis, hein, mais toi, même qui dis que tu es timide, quelque part, tu as pas envie de livrer complètement ton ressenti, ton avis sur tous les sujets. Et puis, on n'a pas tous non plus une combativité naturelle sur des choses qu'on a envie de défendre. Des fois, on a juste envie de s'inscrire dans quelque chose, mais pas forcément de combattre, en tout cas pas encore. Peut-être que c'est pas encore nécessaire pour toi. Enfin, je sais pas. Oui et non. Disons que si combat il y a, à mon niveau, pour moi, c'est pas forcément quelque chose effectivement de proactif, en mode on va manifester, machin. C'est plutôt le fait de pouvoir exister et de pouvoir m'exprimer et de pouvoir être un élément parmi d'autres, mais qui donne à voir que le monde dans lequel on vit, il est divers
et qu'il y a différentes expériences de vie, que cette expérience de vie, voilà, en ce moment on est beaucoup là-dedans, mais qu'elle n'est pas que blanche, cisgenre, hétérosexuellement normée, etc., mais qu'elle est diverse et qu'on est riche de tout ça. Et c'est pas du prosélytisme. Non, bien sûr. Non, c'est pas, voilà, c'est pas, mais c'est dire juste ça existe, c'est là. Voyons-le en face. Ça ne fait pas de ces gens-là et ça ne fait pas de moi un monstre. On est dans la société, on a toujours été dans la société. Et voilà, et on vit des choses. Mais voyez aussi ce que cet état du monde et cet état de la société nous fait à nous. Quoi. Oui. Et voilà, et parlons-en. Et essayons d'avancer. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu as un top 3 de tes échecs? On va revenir sur un registre un peu plus soft, un peu plus léger. Est-ce que tu as un top 3 où tu voudrais nous... Alors, dans le top 3, genre les échecs dont je me suis sorti ou les échecs les plus flagrants? Des trucs rigolos, plutôt. J'ai un peu du mal à répondre à la question. Je peux t'aider, moi, si tu veux. Ah, t'as des trucs, toi? Tu penses à des trues? Bah, ouais. Je pense à la gare d'Angoulême. C'était un peu toi, quand même. T'enlèves le coup de l'ascenseur? Oui, c'est vrai que je suis dans le coup. C'est un peu toi qui l'a engueulé, la dame. Non, c'est toi qui l'as engueulé. Mais non, c'est toi qui l'as engueulé. Madame, mais si, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Si, c'est toi. Non. Si, Mec. si, c'est toi. Si, ah, si, c'est toi. Ah non, c'est toi qui l'as engueulé. Non, je te jure, Nico, c'était toi. C'est moi qui l'ai engueulé? Oui, alors je vous raconte l'histoire. Parce que là, c'est l'histoire de mon échec. On change l'histoire. Ah, c'est moi. Ah oui, c'est moi. Oui, c'était toi. Dans ma tête, c'était toi. Non, c'était toi, oui. Ah, d'accord. Bon, non, raconte-toi. Donc, nous sommes à la gare d'Angoulême. Je ne sais plus en quelle année, mais nous étions encore jeunes. Et nous allons à un concert. 2017. Voilà, ouais, dans ces eaux-là. Et on va faire un concert, donc Free for the Ladies. Et on avait pris le train, du coup, puisqu'on était à la gare. Et on rentre dans l'ascenseur. Sauf que l'ascenseur qui est sur le quai et qui te mène en dessous. Et puis après, parce qu'on a beaucoup de matériel. Voilà. Et donc, on était très chargés. Et sauf qu'à ce moment-là, on rentre dans l'ascenseur. Et il y a une dame avec ses enfants, je crois, il y avait ses enfants, qui rentre également dans l'ascenseur. Et l'ascenseur a du mal à se refermer et ne veut pas partir. Oui, parce que on perçoit que comme si quelqu'un bloquait le petit faisceau infrarouge et qui permet à la porte de bien se fermer. Et là, Nicolas Beignet, quelque peu courroucé, commence à dire à la dame: non mais madame, madame, vous voyez bien que ça se ferme pas là. Mais sortez, madame. Non, j'ai pas dit ça comme ça. C'était un peu. J'ai pas dit sortez, madame, quand même. Peut-être pas sortez, madame, mais il y avait quand même madame. Vous voyez bien que ça se ferme pas là. C'était l'intention. Et la dame, elle était un peu gênée. Elle essaie d'insister un petit peu, et puis au bout d'un moment, Nicolas, il en peut plus. Bon, madame, là, ça va là. Je vais passer pour un monstre. C'est une dame avec des enfants. La dame sort du truc. L'ascenseur se referme. Et en fait, le problème, c'est que c'était moi le fautif. Parce que j'avais pas appuyé sur 0, je crois. C'était un truc. T'as appuyé sur le mauvais bouton. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Le truc ouvert. Et c'est ça qui faisait que l'ascenseur ne se fermait pas. Et on s'en est rendu compte après coup. Donc Nico, il avait rigolé une pauvre dame avec ses enfants pour rien. Et c'était moi le fautif. Donc oui, quelque part, j'étais un peu quand même dans le fail. C'était la source du fail. Ah ouais, pardon, j'avais inversé les règles dans ma tête. Mais bon, oui, ça, oui, c'était pas mal, ça. Bah, oui. Alors, si on parle de fail de Free for the Ladies, il y a aussi l'Ultimate. On a fait une catégorie spéciale. L'Ultimate. Bah, oui, parce que dans la musique, je trouve qu'on en connaît pas mal des fails. Ah, on a bien failé, nous. qui font mal à l'ego. Il y a le fameux concert du Nouvel An à Mulhouse. Tu te souviens de ce concert? Ah oui. Ah, celui-là, il était beau. Celui-là, franchement, on a tous... Attends. Celui du Nouvel An, avec qui était à... Non, c'était pas à Mulhouse, c'était à Colmar. Tu sais, avec le qui commence plein. Et au fur et à mesure, les gens s'en vont. Avec les enfants, là? Avec les enfants, ouais. C'était au Nouvel An? C'était le 31 décembre. Et il y avait Raph avec nous? Ouais. Et on prenait le train après pour rentrer à Paris. Ça, c'était dur. Hein. Ça, c'était une expérience atroce. Ah ouais. Atroce. Mais bon, pour expliquer quand même la situation, c'est pas parce que nous étions mauvais.
Peut-être. Non, c'est pas pour ça. Je refuse de le croire. T'es fort dans ta tête. C'est que en fait, on avait un concert donc à Colmar. Et on était invité par une dame qui s'appelle Joëlle Jurkiewicz et que j'embrasse très fort. Mmh. Et hein, merci de nous avoir invités. Bah oui, oui. Et en fait, c'est la journée du 31 décembre et il y avait plusieurs événements qui étaient organisés dans le quartier dans lequel on allait jouer. Et je crois qu'il y avait un problème de timing à ce moment-là. Et il y avait 2 trucs qui se chevauchaient. Il y avait notre concert et un truc qui se passait à l'extérieur de la salle dans laquelle on jouait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, le concert commence. Il y avait quand même un peu de monde, etc. etc. Et puis, les chansons passant les unes après les autres, on voit les gens qui s'en vont. Les uns après les autres. Et à la fin, on a dû finir devant 10 personnes, un truc comme ça. Il y avait des enfants qui jouaient. Ouais, qui couraient dans tous les sens. En mode, je n'ai rien à secouer. On était juste là pour faire l'animation. Voilà, c'était un peu ça. Ça contredisait un petit peu notre vision de notre musique. Et ouais, mais bon, c'était. Moi, je l'avais mal vécu. Hein. Bah, on l'avait tous un peu mal vécu. Mais moi, j'ai. T'étais on fire. Je crois que c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour apprendre à réagir un peu mieux dans ce genre de cas. À tes colères. Je crois que j'ai un peu bossé dessus quand même. Oui, bah, mais ça a été, mais pour le coup, ça a été le début d'une remise en question aussi de notre manière de travailler et tout ça. Et ça a été bénéfique en fait au final derrière. Voilà. Et puis s'il y avait un troisième, non, Free for the Ladies, qu'est-ce qu'on a vécu aussi de pas mal. Je cherche. Il y a le concert de 5 minutes quand même. Ouais, le concert de 5 minutes, c'est magnifique. En fail, attends. Non, mais on a fait des trucs cool. On a fait beaucoup de trucs cool quand même. Ouais, non, je vois. Peut-être que ça va me revenir, mais là, je vois ces deux-là. Ouais, c'est bon, on peut s'arrêter là. Le groupe de losers. Losers. Merci Ayou. Merci Nico. On va s'arrêter là. Ça marche. Merci.